Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour. La mission d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. On s'inscrit vraiment dans une démarche d'accessibilité totale. C'est ça, une démarche essentielle en fait. Exactement. L'objectif, c'est de fournir une version audio complète du module 1. C'est la toute première semaine de formation du bootcamp handicap. Un parcours qui dure 6 semaines au total. Voilà. Et on veut vraiment l'apporter dans la formation pour que les personnes qui n'ont pas la possibilité de lire les contenus puissent quand même prendre connaissance de l'entièreté du cours. Et c'est pas juste de l'écoute passive. Non, pas du tout. Le but, c'est qu'on puisse se challenger grâce aux questions qui sont présentes dans les défis éclairs du manuel. Oui, ces fameux défis éclairs, ils sont là pour bousculer un peu les certitudes. Du coup, on va faire la même chose avec l'ensemble des modules par la suite, pour que ce soit bien homogène. Mais aujourd'hui, le fond, c'est vraiment ce module 1. Cadre et fondation. C'est vraiment la base. Sans ça, on reste dans l'improvisation. Et l'improvisation ou la gestion au cas par cas, ça finit toujours par épuiser les équipes. Complètement. Le but de ces fondations, c'est vraiment de passer d'une approche réactive, où on éteint des incendies, à une vraie ingénierie des ressources humaines. Très bien, décortiquons tout ça. Le texte commence d'emblée par s'attaquer au cadre philosophique. Il brise un mythe en fait. Ouais, ce mythe tenace qui dit que le handicap serait une situation rare, ou alors un sujet qui ne concernerait que la phase de recrutement. Ce qui est fascinant ici, c'est la bascule conceptuelle que le manuel opère dès le début. C'est-à-dire, Le handicap n'y est plus du tout présenté comme une identité figée ou comme une simple étiquette médicale qu'une personne porterait sur elle. c'est défini comme une situation, c'est ça? C'est exactement ça. C'est le résultat d'une interaction. L'interaction entre une personne qui a certaines caractéristiques de santé et un environnement de travail qui est inadapté. Et ça change tout, parce que si on modifie l'environnement, La situation de handicap peut s'atténuer, voire disparaître complètement. c'est la grande différence entre l'intégration et l'inclusion en fait. Oui, une distinction que les pros des RH connaissent souvent en théorie. L'intégration, on demande à l'individu de s'adapter au moule, de faire l'effort. Au risque de s'épuiser, oui. Alors que l'inclusion, c'est à l'entreprise d'adapter le moule. Et ce qui marque dans les sources, c'est que le manuel force vraiment l'application concrète de ça. On n'est plus dans les belles paroles. Ah non, on parle de repenser les processus même de l'entreprise. Ce qui doit créer pas mal de friction sur le terrain. Inévitablement. Demander à une organisation de revoir ses processus standards, c'est la sortir de sa zone de confort. On arrête de dire aux salariés de rentrer dans le rang. Voilà. L'organisation doit analyser proactivement ses outils, ses espaces, son management, pour voir ce qui bloque. Et c'est justement là qu'on arrive à notre tout premier défi éclair de la formation. Le moment de se challenger. Exactement. La question posée par ce défi est la suivante. Face à une difficulté sur un poste de travail, que signifie concrètement l'approche inclusive? Et la réponse met vraiment en lumière ce déplacement de responsabilité dont on parlait. C'est l'entreprise qui doit lever les freins. C'est ça, en tant que système. C'est pas au collaborateur de bricoler des solutions dans son coin pour juste réussir à survivre à sa journée. L'employeur est responsable de l'accessibilité de l'environnement qu'il fournit. Ce qui nous amène à un autre point majeur. L'être humain adore catégoriser. Surtout en entreprise. Oui, on a souvent l'impression que pour bien gérer une situation, il faut absolument connaître le diagnostic, savoir si c'est un handicap moteur, cognitif, psychique. Et le manuel alerte très fermement là-dessus. C'est un piège. C'est ici que ça devient vraiment fascinant. Pourquoi c'est un piège de vouloir classer les handicaps? Parce que ça donne l'illusion de contrôle. Classer par typologie, en fait, ça renforce les stéréotypes. On va s'imaginer que toutes les personnes avec un trouble de l'attention fonctionnent pareil. Ce qui est totalement faux. Totalement. Et puis, chercher à connaître le diagnostic médical d'un collaborateur, c'est inutile sur le plan managérial. Sans compter que c'est une violation du secret médical. Absolument. L'entreprise n'est pas un cabinet médical. Mais du coup, en pratique, comment un manager peut adapter un poste s'il ne sait pas de quoi souffre la personne? C'est souvent ce qu'on entend sur le terrain. C'est là qu'intervient l'approche par les besoins. La bonne question, c'est jamais « de quelle maladie s'agit-il » C'est plutôt de quoi as-tu besoin pour travailler? Exactement. Qu'est-ce qui, dans le travail, nécessite un ajustement? On traduit la santé en besoin organisationnel. Comme un besoin de limiter les déplacements. Oui, ou d'adapter la communication écrite, ou encore de fragmenter le temps avec des pauses régulières. Ou d'avoir un environnement moins bruyant, comme éviter l'open space. Voilà. En parlant de besoins, on reste sur le terrain de la compétence. Et le document utilise une illustration géniale pour ça. L'effet de conception universelle. Le fameux effet curb cut, le bateau de trottoir.
Oui, historiquement, l'abaissement des trottoirs, ça a été pensé pour les fauteuils roulants. Mais au final, ça aide les parents avec des poussettes, les livreurs, les voyageurs avec des valises. C'est le bénéfice collatéral de l'inclusion. Et ça marche pareil en entreprise. Tout à fait. Prenons un logiciel interne hyper complexe. Si l'entreprise le simplifie pour un collaborateur avec des troubles cognitifs. Le logiciel devient plus intuitif pour tout le monde. Exactement. Pareil pour des panneaux acoustiques. Si on les installe pour un salarié hypersensible au bruit, on diminue la fatigue mentale de tout le plateau. L'aménagement pensé pour un seul devient un levier de qualité de vie pour tous. C'est la force de la conception universelle. Ce qui nous amène à notre deuxième défi éclair. Et là, ça bouscule un peu nos conceptions de la justice. Une très bonne question de réflexion. La question, c'est pourquoi le fait de traiter quelqu'un différemment peut-il, paradoxalement, être la chose la plus juste à faire? Ça touche au cœur de la différence entre l'égalité théorique et l'équité réelle. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Oui, l'égalité, c'est distribuer un écran standard de 13 pouces à tous les nouveaux arrivants. Mais si un collaborateur a une déficience visuelle, cet écran devient un mur invisible, Donc l'équité, ce serait de lui fournir un écran de 27 pouces. ou un logiciel vocal. C'est ça. Et cette différence de traitement, c'est pas un privilège. C'est pas une faveur qu'on lui fait. Non, c'est l'action nécessaire pour rétablir l'équilibre. On remet tout le monde sur la même ligne de départ. Pour que chaque talent puisse s'exprimer. C'est très clair. Mais pour rétablir cet équilibre, il faut une volonté managériale. Et ça s'appuie aussi sur un cadre juridique. Un cadre très robuste, oui. La suite du module explore justement comment le droit agit comme un bouclier contre l'exclusion. Si on relie cela à une vision plus globale, c'est essentiel de comprendre que la loi n'est pas une contrainte administrative stérile. C'est une réponse historique, en fait. Oui, une réponse à des inégalités profondes. Sans cadre contraignant, on observe une exclusion massive. Le droit vient corriger cette défaillance. Et le manuel propose une chronologie pour bien comprendre ça. Ça commence en 1987. 1987, oui. Le socle de l'obligation d'emploi, les fameux 6%. À l'époque, on est dans une logique purement quantitative. Il fallait forcer les portes, donc on a imposé un quota. C'était indispensable. Mais les limites sont vite apparues. Parce qu'obliger à recruter ne veut pas dire que l'environnement sera adapté. Exactement. Ensuite, le manuel nous emmène en 2002. La loi qui introduit le pouvoir d'agir, l'empowerment. Fin du paternalisme médical. On ne décide plus pour la personne. Le salarié devient acteur. Et puis arrive 2005. Le document parle d'une révolution. Une révolution, oui, parce que c'est là que l'environnement devient juridiquement responsable. C'est la naissance du principe d'aménagement raisonnable. Refuser un aménagement justifié, c'est plus juste un désaccord. C'est qualifié de discrimination. L'entreprise a l'obligation légale de rendre ses espaces et outils accessibles. Et la chronologie continue avec la modernisation de 2018. Le manuel utilise pas mal d'acronymes ici. Le calcul de l'obligation se fait via la DSN, au niveau du sirène. Oui, alors si on sort du jargon RH, Oui, qu'est-ce que ça change concrètement? c'est un changement d'échelle. Avant 2018, une grande boîte pouvait calculer son taux par petit établissement. Donc un bon site industriel pouvait masquer les mauvais chiffres du siège social. Exactement. Avec la loi de 2018, le calcul remonte au niveau global, le niveau sirène. On ne peut plus cacher les mauvais élèves d'un groupe. Tout devient transparent. Et c'est là que le rôle du référent handicap devient obligatoire aussi. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, oui. D'ailleurs, le manuel va même plus loin. Il parle de la Convention de l'ONU. L'article 27. L'inclusion est un standard international des droits humains. Le marché du travail a le devoir d'être ouvert à toutes et tous. Tout cet historique nous montre qu'il faut vraiment changer notre regard sur l'ETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est pas juste une ligne comptable. Ou une taxe qu'on paie à la GFI pour être tranquille. Non, c'est le thermomètre de la politique sociale. Si le chiffre des 6% baisse, c'est le symptôme qu'il y a des barrières invisibles. Un turnover élevé ou une incapacité à maintenir les gens en poste après un problème de santé. Et c'est en lien direct avec notre troisième défi éclair. Sur la réforme de 2018 ? C'est ça. La question est, quel changement majeur la loi a-t-elle apporté concernant le référent handicap? Et la réponse, c'est justement de l'avoir rendu obligatoire. Ça prouve que c'est une véritable expertise métier. C'est pas juste une passion sur son temps libre. Il faut des compétences en droit, en ergonomie, en conduite du changement. C'est un vrai rôle stratégique. Ce qui nous amène à la dernière grande partie de cette première semaine, la mécanique opérationnelle, l'aménagement raisonnable et la force du collectif. Le cœur de l'action. Le terme raisonnable est intéressant. Ça implique une limite. Le droit protège le salarié, mais il ne demande pas l'impossible à l'entreprise. C'est une obligation de résultat, mais avec un principe de réalité.
Le manuel donne 3 limites légales. Où l'aménagement devient déraisonnable. La première, c'est le coût financier, non négligeable. Oui, le reste à charge disproportionné. Si ça met en péril les finances de la structure, après déduction des aides, l'entreprise peut refuser. Donc une multinationale et une petite boulangerie n'ont pas la même définition du coût raisonnable. La jurisprudence prend en compte la taille de l'entreprise. La deuxième limite, c'est la sécurité. Si ça met en danger la personne ou ses collègues. On écarte la solution. Et la troisième limite, c'est l'organisation du service. Si ça bouleverse tout le fonctionnement au détriment des autres, c'est plus raisonnable. Mais l'employeur doit prouver qu'il a cherché des alternatives. Toujours. C'est un équilibre délicat. Et ça repose pas sur une seule personne. Le manuel liste bien les rôles de chacun. Oui, la responsabilité est partagée. Le dirigeant, c'est le pilote stratégique. C'est lui qui donne le feu vert. S'il ne valide pas, rien ne se fait. Les RH, ce sont les architectes, les garants de l'équité. Il coordonne le tout, mais sans faire de médecine, on le rappelle. Le référent handicap, lui, c'est le traducteur, le facilitateur. Et enfin, le manager de proximité. C'est lui qui est sur le terrain. C'est le capteur essentiel. Il perçoit les signaux faibles. Mais attention, son rôle, c'est de gérer le travail, pas la pathologie. Il ne doit pas se transformer en infirmier. Surtout pas. Et c'est le sujet parfait pour notre quatrième et dernier défi éclair. Que se passe-t-il quand les rôles sont flous face à une situation de handicap criée ? C'est ce que le manuel appelle le syndrome du témoin. Personne n'agit. Exactement. Le manager attend les RH attendent le médecin du travail. Qui attend l'entreprise ? Personne n'ose faire le premier pas par peur d'être intrusif. Et la situation s'enlise. La souffrance s'accumule et ça finit souvent en licenciement pour inaptitude. L'inclusion, ça demande une répartition des rôles chirurgicale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Il est temps de synthétiser un peu cet apprentissage du module 1 ? Je dirais que l'inclusion, ce n'est pas de l'improvisation ou des actions isolées. Comprendre avant d'agir, c'est la clé. C'est une structuration globale, une vraie feuille de route. Et c'est pour ça que cette session audio est vitale. Assimiler ces fondations, ça permet de passer d'une gestion angoissée à une ingénierie RH performante. On protège le capital humain. Cela soulève d'ailleurs une question cruciale pour terminer. Une réflexion pour l'audience ? Oui. Si une organisation pousse la conception universelle à son paroxysme, si elle devient parfaitement inclusive dès sa fondation, Oui. le concept même de politique handicap ne devrait-il pas finir par disparaître pour devenir tout simplement la norme d'un management de qualité ? Une réflexion hyper intéressante à garder en tête. Cette exploration de la première semaine s'achève ici. Merci pour cette analyse. On a hâte de voir la suite et le diagnostic dans la semaine 2. À très bientôt.